Le 11 juillet 2009, Gu Miyang atteint le sommet du Nanga Parbat. Elle entame douloureusement sa descente de la montagne. L'ascension mortelle jusqu'au sommet a pris plus de temps que prévu. Maintenant, le temps se gâte, le vent souffle fort, la neige tombe de côté et il devient difficile de voir. À cette altitude, les petits problèmes deviennent rapidement mortels. Descendre est plus lent que monter. Ses jambes sont fatiguées, ses mains froides. Le chemin sous elle est étroit, raide et exposé. Un faux pas serait fatal. Le danger ne vient pas que de la montagne. Mi-young grimpe sous pression. Elle participe à une course pour devenir la première femme à gravir les 14 plus hauts sommets du monde. 2 alpinistes visent aussi le record. Sponsors et médias surveillent, l'urgence est là. À chaque pas qu'elle fait, chaque mouvement compte, chaque retard compte, et les choix qui l'ont menée sur cette montagne aujourd'hui vont être mis à l'épreuve. Bienvenue à la frontière extrême. Un après-midi froid, 3 ans plus tôt, Gu Miyang se tenait sur les pentes du Cho-Oyu contemplant son sommet. Beaucoup voyant des montagnes infranchissables, des défis immenses, mais elle voyait un rêve presque impossible. Pour Miyang, le Cho-Oyu a marqué un tournant. L'ascension l'a éprouvé de façon inattendue sur ces pentes abruptes. L'air se raréfiait et le froid faisait trembler ses os. Chaque pas exigeait toute sa concentration. Pas de foule ni de bruit, seulement sa respiration régulière et la question de savoir si son corps et son esprit atteindraient le sommet. Arrivé au sommet, sa vie changea pour toujours. D'autres sommets infinis dominaient l'horizon bien au-dessus des nuages. À cet instant, sa fatigue disparut pendant quelques secondes et elle eut l'impression de se tenir au sommet du monde. Miyang ne voyait pas seulement une montagne, mais une possibilité, sentant jusqu'où elle pouvait aller. Cho-Oyu prouva sa légitimité à cette altitude et en contemplant les géants enneigés autour d'elle, un nouveau rêve prit forme. Si elle tenait ici, elle pourrait atteindre tous les plus hauts sommets du monde et peut-être devenir la première femme à gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres. C'était une idée folle, surtout pour une simple employée du gouvernement ayant commencé l'alpinisme en haute altitude à la fin de sa trentaine. Gu Miyang était la plus jeune d'une grande famille sud-coréenne composée de 2 fils et 4 filles. Elle a découvert l'escalade en 1989 à 22 ans alors qu'elle travaillait au ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Un jour, en se promenant sur le mont Bukhasan près de Séoul, elle a vu des grimpeurs sur les rochers escarpés de Mangyongdae et les a observés. Leur force et confiance l'ont émerveillée et elle s'est sentie attirée par l'escalade. Cette étincelle en elle n'a fait que grandir. Sa curiosité l'a rapidement poussée à passer des heures à s'entraîner et à apprendre l'escalade. En 1991, elle a intégré l'école alpine de Cologne, travaillant dur pour renforcer sa force et ses compétences. Avec le temps, l'amour de Miyang pour l'escalade s'est transformé en une obsession pour les hautes montagnes. Enveloppée dans un profond silence, elle se sentait petite mais aussi forte. La puissance de la nature l'humiliait, tandis que sa simplicité lui donnait un sentiment de liberté. Chaque respiration semblait pure et chaque mouvement avait un sens. Lorsqu'elle retournait au bureau, le bruit et le stress lui semblèrent des vides, et le travail paraissait insignifiant comparé à la paix qu'elle ressentait dans les montagnes. La différence était trop grande pour être ignorée. En 1997, elle prit une décision audacieuse qui changea sa vie à jamais. Cette année-là, elle a quitté 11 ans de fonction publique pour se consacrer à l'alpinisme. Elle est allée en Europe s'entraîner avec les meilleurs grimpeurs du continent. Fin des années 90, Miyang était une icône nationale et dominait l'escalade sportive sud-coréenne. Entre 1995 et 2003, elle a remporté chaque année le titre féminin aux championnats nationaux d'escalade sportive. 9 victoires d'affilée. Chaque ascension affinait sa technique et montrait qu'elle pouvait progresser. En 2005, elle a choisi l'alpinisme en haute altitude. Elle a débuté par le Cho-Oyu, un choix classique dans l'Himalaya, mais viser l'Everest en second, c'était moins courant. Un détour dans ce train du chaos. Chaque semaine sur Patreon, je partage quelque chose de plus profond, une vidéo exclusive, une analyse de ce qui s'est vraiment passé ou une histoire personnelle que je ne mets pas sur YouTube. Découvre les coulisses avec moi en rejoignant la communauté extrême sur Patreon. À bientôt là-bas. En mai 2007, Miyang était aux côtés de son partenaire d'escalade Kim Jae-soo. Ensemble, ils observaient les pentes glacées et imposantes de l'Everest perçant le ciel. Tout ce qui les séparait du sommet
C'était 29 000 pieds de neige, de glace et d'excitation. L'Everest a mis Mi-young à l'épreuve dès le début. Des vents glacés fouettaient autour d'elle et l'air raréfié rendait chaque pas semblable à un combat pour la vie. Ses doigts et orteils la faisaient de souffrir, chaque jour paraissant plus froid. En montant, la route devenait plus dangereuse, la neige plus profonde et des crevasses cachées menacèrent de les engloutir. À chaque tournant, elle continuait de monter, espérant un temps clément. Quand la peur surgissait, Mi-young se rappelait sa raison d'être là. Elle rêvait d'atteindre le sommet, de se prouver que rien ne l'arrêtait. Les semaines passèrent, l'épuisement la gagnait, mais elle refusait d'abandonner. Chaque souffle était court et douloureux tandis qu'elle tirait ses cordes. Les derniers mètres jusqu'au sommet lui semblaient interminables. Chaque pas était une lutte contre des jambes engourdies, des poumons en feu et un vent qui semblait déterminé à la repousser. Mais elle y est arrivée. Au sommet de l'Everest, Mi-young, le cœur battant, sentait ses larmes geler sur ses joues. À ce moment, elle se sentit vivante, debout sur le toit du monde. Elle réalisa qu'après avoir conquis 2 des plus hautes montagnes du monde, elle pouvait tout affronter, même viser le sommet des 14 plus hautes montagnes. Elle n'a pas attendu cette année-là. Mi-young et Jae-soo ont ensuite atteint le sommet du Broad Peak, 12e plus haute montagne du monde, en juillet. Avant la fin de l'année, ils se sont réunis et ont gravi le Shishapangma, la 14e plus haute montagne. En 2007, elle a gravi 3 des 14 plus hauts sommets du monde, une première pour une femme. Grâce à son habileté, son courage et sa détermination, elle est devenue la première femme à gravir 3 sommets de plus de 8000 mètres en un an, entrant dans l'histoire. Cela l'a poussée à viser des itinéraires plus hauts, à passer de longues journées sur la paroi et à savourer des silences profonds où elle testait ses limites. En 2008, Mi-young retourna dans l'Himalaya et gravit d'abord le Lhotse, 4e plus haute montagne du monde. Même les alpinistes les plus forts se sentent petits en sa présence. Et si elle voulait atteindre son sommet et survivre pour raconter l'histoire, elle devait être au meilleur de sa forme. Mi-young s'est entraînée toute l'année et était prête pour la montagne. À la mi-mai, elle a atteint le sommet enneigé. À ce moment-là, tout devint silencieux. Le vent rugissait encore autour d'elle, mais à l'intérieur, il y avait un calme qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Ses jambes tremblaient, son corps était épuisé, mais son cœur était rempli de bonheur. Elle contempla la mer de sommet et comprit avoir accompli ce que peu réaliseraient. La fierté, le soulagement et l'émerveillement prirent la place de la peur, de la douleur et du doute qu'elle avait connu. Le feu qui brûlait en Mi-young était plus fort que jamais et elle était déterminée à continuer de gravir des sommets. Le prochain sur sa liste était le K2, mieux connu sous le nom de la montagne sauvage. Elle ignorait que cette expédition risquait de briser son rêve de gravir les 14 sommets, voire de lui coûter la vie. C'était en juillet 2008, Mi-young se trouvait sur les pentes du K2 aux côtés de Kim Jae-soo et de plusieurs autres coéquipiers, dont Hwang Dong-jin, Park Young-yo et Kim Yo-kyung. C'était son plus grand défi. Le K2 n'est pas surnommé la montagne sauvage sans raison. Ses pentes sont impitoyables et le temps y change soudainement, passant d'un ciel calme à une tempête. Les pentes sont raides et impitoyables, avec de la glace et des rochers prêts à faire glisser les alpinistes dans le vide. Aucun chemin facile ni moment sûr, seulement un danger et la peur constant. Mi-young a passé des semaines sur la montagne, chaque jour semblable. Elle grimpait, s'agrippant à sa corde, son unique bouée de sauvetage. Un faux pas sur la pente glacée aurait pu l'engloutir. Elle enfonçait ses bottes dans la glace, maniant ses piolets avec précision. L'air raréfié rendait chaque respiration difficile, l'obligeant à s'arrêter, souvent juste pour laisser ses poumons se reposer. De petites gorgées d'eau et quelques bouchées de nourriture la maintenaient en vie. Mais sur des montagnes comme K2, il semblait parfois que le sommet n'arriverait jamais. Pourtant, pas à pas, elle refusait d'abandonner. La peur, l'épuisement et la concentration se mêlaient alors qu'elle gravissait les derniers des milliers de pieds. Le 1er juillet, Mi-young et Jae-soo ont atteint le sommet à 17h40 avant leur équipe. Ce jour-là, la voie, surpeuplée et lente, a laissé des alpinistes en altitude sur la montagne bien plus tard que ce qui est jugé sûr. En fin d'après-midi, Mi-young et Jae-soo amorcèrent leur descente alors que le soleil se cachait derrière les montagnes. Après des semaines d'escalade, ils étaient épuisés et l'obscurité ajoutait un danger imprévu. Leur lampe frontale perçait à peine l'obscurité et chaque pas était incertain. Heureusement, leur corde les retenait encore
pour l'instant. Alors qu'ils approchèrent du goulet d'étranglement à plus de 8000 mètres, le désastre frappa soudainement, implacable et terrifiant, vers 30 heures. Un énorme bloc de glace s'est détaché au-dessus du goulet d'étranglement et s'est écrasé violemment, détruisant tout sur son passage. Les alpinistes ont été emportés, les cordes arrachées, la neige et la glace ensevelissant la pente. Des cris résonnaient dans le vent tandis que les grimpeurs paniquaient. Mi-Young Jae-soo et des dizaines d'autres alpinistes étaient bloqués au-dessus du goulet d'étranglement. La glace et la neige avaient détruit les cordes et bloqué certains passages. Trop haut, fatigués et exposés, ils ne pouvaient ni monter ni descendre en sécurité. Chaque rafale semblait pouvoir les faire tomber, tandis que la peur de nouvelles chutes de glace persistait. Mi-Young et Jae-soo cherchaient désespérément leur chemin dans l'entonnoir, mais sans corde et dans l'obscurité, c'était presque impossible, comme dans un labyrinthe. Toutes les pentes se ressemblaient et ils ne voyaient que de la neige partout. L'épreuve était écrasante. Ils étaient perdus, transis de froid et impuissants au sommet de la montagne la plus dangereuse du monde. Mais alors que tout espoir semblait perdu, une lueur d'espoir apparut au loin. Vers minuit, 2 Sherpas, Tshering Boté et Passant Boté, montèrent la montagne pour aider les alpinistes bloqués. Les hommes grimpaient dans l'obscurité glaciale depuis environ minuit. Le vent hurlait autour d'eux, mordant leurs visages, et la neige sous leurs crampons menaçait de glisser à chaque pas. À travers la tempête et les ombres, ils virent Mi-Young seul dans l'étranglement, perdu et effrayé. Ses yeux écarquillés trahissaient la panique, ses gestes lents cherchaient de quelle voie dangereuse suivre. Sans un mot, les hommes la rejoignirent, lui prirent les mains et soutinrent son corps tremblant. Ils murmurèrent des encouragements, la guidant sur la glace et la neige instable. Chaque pas était une lutte contre l'épuisement et la peur. Lentement, ils guidèrent elle et Jae-soo sur les pentes jusqu'à la sécurité. Après ce qui sembla un cauchemar sans fin, ils atteignirent enfin la sécurité relative du camp 4. Elle était vivante, secouée et tremblante, mais en sécurité. La montagne lui avait déjà dit non une fois, mais on ne pouvait pas en dire autant du reste de ses coéquipiers. Kyung-hyo Park, Hyo-kyung Kim et Dong-jin Hwang étaient coincés plus haut sur le quai 2. Ils avaient déjà bravé le chaos des chutes de glace, mais la montagne restait impitoyable. En août 2008, un 4e bloc de glace s'est détaché, projetant des tonnes de roches et de débris sur la pente. Puis une avalanche a surgi. Pris de court, les 3 alpinistes ont été submergés par la neige et la glace, ne laissant que silence et dévastation. Mi-Young est revenue vivante de la montagne, mais l'expérience a laissé des cicatrices durables. Son chagrin était si profond qu'elle a songé à abandonner son objectif des 14 sommets. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander, le rêve des 14 sommets valait-il la peine d'être risqué ? Tout, absolument tout, aurait-elle pu y perdre la vie si vous aviez été à sa place ? Qu'auriez-vous fait après la catastrophe ? Mi-Young a reçu beaucoup de soutien des Coréens et des médias, apparaissant dans journaux, magazines et interviews. Elle incarnait leurs valeurs, courage, cœur et force tranquille face à la tragédie. K2 n'était pas seulement dangereux, elle y a perdu des coéquipiers et vu la mort de près, sans fuir les montagnes, ni chercher l'attention. Elle a profondément pleuré et a porté cette douleur avec humilité. Les gens ne la voyaient pas comme une héroïne sans peur, mais comme une personne réelle qui ressentait la peur, la perte et la tristesse et qui trouvait pourtant la force d'avancer. Dans les interviews, Mi-Young évoquait la douleur d'avoir perdu ses coéquipières et refusait de s'enfermer dans la tristesse. Elle savait qu'elle ne guérirait pas juste en attendant. Son courage et sa détermination lui ont valu une place parmi les aventuriers les plus admirés de Corée du Sud. Les gens l'admiraient pour ses talents en montagne et le courage qu'elle montrait lors de chaque aventure. À l'époque, il semblait que toute la Corée du Sud l'adorait et elle ne comptait pas les décevoir. Elle a poursuivi son rêve d'être la première femme à gravir les 14 plus hauts sommets du monde. Plus tard, en 2008, après s'être remise de l'incident terrifiant sur K2, personne ne lui aurait reproché de s'arrêter là, à ce moment-là. Mais elle a poursuivi et atteint le sommet du Manaslu, gravissant ainsi 3 autres des 14 sommets en une seule saison d'alpinisme pour la 2e fois. Au début de la saison d'alpinisme 2009, Mi-Young avait déjà gravi 7 des 14 sommets. Un exploit remarquable réalisé en moins de 3 ans.
Cela la plaçait en position de devenir la première femme à gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres. À chaque étape, sa nation la soutenait. Mi-young n'était pas la seule encouragée. Sa compatriote coréenne, Oh Yoon-sun, partageait aussi cet objectif. Yoon-sun était connue comme une femme qui grimpait avec fougue et rapidité, prête à prendre des risques que d'autres n'auraient jamais envisagés. Et en 2009, elle était en tête de la course. Elle avait déjà gravi 9 montagnes et allait battre Mi-young. En 2009, une rivalité médiatique aurait influencé dangereusement la façon dont Mi-young abordait les montagnes. Il y avait aussi une alpiniste espagnole nommée Idorn Pasaban qui menait la même course. La compétition était lancée et les médias adoraient de ça. En coulisses, les sponsors et les médias poussaient les deux alpinistes à se précipiter vers le record, transformant leur rêve personnel en une course à enjeux élevés. Mi-young était soutenu par son sponsor Collins Sport, Yoon-sun était sponsorisé par Black Yak. Les deux entreprises voulaient intégrer la première alpiniste ayant gravi tous les sommets à leur équipe. Petit à petit, la pression s'est installée avec les sponsors derrière elle. Chaque pas portait des attentes et chaque sommet semblait surveillé. Ce n'était plus une question de limite ou de rêve, mais de résultats, de gros titres et de ne pas décevoir. Le frère de Mi-young pensait que les sponsors n'agissaient pas mal. Selon lui, sa sœur manquait d'argent pour grimper seule, donc ils lui ont apporté le soutien nécessaire. Que pensez-vous dans un environnement aussi dangereux? Est-il prudent de pousser les athlètes à leurs limites? On peut en débattre. Mais Mi-young a ressenti cette pression. En 2009, elle a enchaîné l'ascension du Makalu puis du Kangchenjunga. Elle était en forme et prête à battre un record après avoir atteint le sommet du Dhaulagiri, son 3e cette année. Grâce à cet exploit, Mi-young est la première à gravir des sommets de 8000 mètres 3 années consécutives. La rivalité, captivant le monde, pesait sur les deux athlètes. En Corée du Sud, ce n'était plus juste une compétition, mais un combat pour la nation. L'équipe Go affrontait l'équipe O, mais ce n'était pas terminé. L'intense feu de la compétition l'a poussé à tenter ce que peu pensaient le possible. 4 immenses sommets en une seule saison. Chaque ascension testait ses limites, mais sa prochaine expédition lui réservait un danger inimaginable. En juillet 2009, Mi-young était au camp de base du Nanga Parbat, prête pour sa prochaine aventure. L'odeur de la fumée des feux de cuisine, mêlée au parfum léger de neige fondue, l'entourait. Des sommets acérés touchaient le ciel, leur pente rosée par le soleil matinal, tandis que les tentes claquaient au vent. Colorées sur la roche grise, les discussions des alpinistes vérifiant les cordes, lançant des avertissements ou respirant, se mêlaient au grondement des avalanches lointaines. Pour Mi-young, cette scène était devenue courante. Après des semaines à installer des camps plus hauts et à s'acclimater, elle était prête à tenter le sommet. Si elle réussissait, ce serait 11 sur 14. Avant de partir, Mi-young regarda une dernière fois son oncle mêlant détermination et vulnérabilité. Elle murmura doucement « S'il te plaît, prie pour que j'atteigne le sommet en sécurité et avec succès. » Elle ignorait que ce seraient ses derniers mots pour lui. Le Nanga Parbat, surnommé la montagne tueuse, est l'une des montagnes les plus difficiles à escalader. Ses immenses pentes, magnifiques mais dangereuses, cachent glace, avalanches soudaines et tempêtes imprévisibles. De nombreux alpinistes ont tenté de la conquérir pour son défi et sa gloire, mais beaucoup n'en sont jamais revenus. Mi-young était déterminée à conquérir cette montagne comme elle l'avait fait avec d'autres sommets auparavant. Elle a affronté le vent glacé qui lui cisaillait la peau comme des couteaux. Respirer lui donnait l'impression d'inhaler du verre, l'air raréfié tirant sur ses poumons et exigeant tout d'elle. Ses gants étaient couverts de petits glaçons, mais ses doigts restaient occupés, passant la corde sur des ancrages gelés, testant chaque prise, un pas, une traction, un battement de cœur plus près, chaque pas comptait. Les alpinistes des expéditions voisines admiraient de la manière dont Mi-young grimpait, impressionnant même les professionnels qui semblaient devenir ses admirateurs. Elle a dû puiser au fond d'elle-même pour atteindre le sommet et vers 15 heures, en juillet, Mi-young a franchi la dernière arête. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Chaque battement résonnait comme un tonnerre dans ses oreilles, l'air glacé lui brûlait les poumons. Chaque respiration était une lutte aiguë et douloureuse, pourtant, elle se força à continuer d'avancer. Chaque pas était une épreuve, chaque prise et appui demandait tout ce qu'elle avait.
La corde s'est détendue, elle s'est arrêtée, elle a levé les yeux et c'était là. Elle se tenait au sommet du Nanga Parbat. Le monde s'étendait à l'infini et en silence autour d'elle, une mer de neige et de roches sous le vaste ciel bleu. Pendant un long moment, elle resta simplement là, tremblante, laissant l'instant s'imprégner en elle. Elle avait escaladé l'une des montagnes les plus dangereuses et se tenait seule à son sommet, entourée du ciel et du vent, se sentant pleinement vivante. Elle s'effondra à genoux dans la neige, les doigts tremblants alors qu'il pressait contre le sol glacé, le froid traversait ses gants, mais elle ne le sentait presque pas. Tout, la peur, la douleur et le doute ont disparu à cet instant, donnant l'impression que rien d'autre ne comptait. Il ne restait que Mi-young et son rêve, plus vivant que jamais. Elle ne resta pas longtemps au sommet, le ciel s'est assombri, les nuages épaissis et le vent renforcé, annonçant une tempête imminente. En redescendant la montagne, des rafales glacées la frappaient, rendant ses mouvements difficiles. Elle a traversé la neige tourbillonnante en courant vers le camp 3. À son arrivée, elle était épuisée et la tempête empirait. Elle devait passer la nuit là, froide et fatiguée, piégée par le rude temps de montagne. Le lendemain, le 11 juillet, Mi-young et son équipe ont entamé leur descente vers le camp 2. Personne n'était préparé à ce qui s'est passé. En approchant de Blade Ridge à plus de 6000 mètres, le temps s'est soudainement gâté. Mi-young descendait lentement lorsque de violents vents ont frappé la montagne, tirant sa veste et lui mordant les joues. La neige lui piquait les yeux, et la pente glacée sous elle donnait l'impression de pouvoir céder à tout moment. La visibilité était quasi nulle, la neige soufflait et d'épais nuages l'enveloppaient. La crête devant elle s'effaçait dans la brume et même le sentier utilisé disparaissait. Chaque pas donnait l'impression de marcher au bord du monde, à un faux pas de tomber dans le vide. La force du vent devint si puissante qu'elle perturbait son équilibre et elle peinait à rester debout sur ses deux jambes. Puis vers 15 heures, cela arriva. Le pied de Mi-young a glissé et en un instant, elle est tombée à près de 1500 mètres au fond du ravin. Le temps s'arrêta, son équipe d'alpinisme la fixait, choquée, le cœur battant, incapable de réaliser l'horreur du moment. La peur, l'incrédulité et l'impuissance les submergeaient. Chaque seconde semblait interminable tandis qu'ils cherchaient de quoi faire. La montagne, autrefois lieu de rêve, s'était transformée en un cauchemar terrifiant. Son équipe d'expédition ainsi que les autres alpinistes au camp de base, y compris sa compatriote coréenne Oh Yoon-sun, ont lancé une recherche désespérée. À la nuit tombée, poursuivre les recherches fut impossible dans l'obscurité. De fortes chutes de neige absorbèrent la lumière des lampes. Le vent effaçait rapidement les traces et le terrain difficile compliquait la marche. Les laissant redouter que la montagne l'ait déjà emporté, ils durent battre en retraite pour la nuit. Le lendemain, l'équipe de Mi-young s'accrochait à l'espoir qu'elle ait survécu. Vers midi, un hélicoptère de secours pakistanais, en collaboration avec l'ambassade sud-coréenne, a retrouvé ce qui semblait être son corps dans un ravin. Aucun mouvement ni signe de vie. Puis la terrible nouvelle tomba, la chute avait coûté la vie à Mi-young. Sa mort a poussé le monde de l'alpinisme à réfléchir. De nombreux alpinistes ont remis en cause la course dangereuse qui pousse à grimper toujours plus vite et plus haut. Des questions plus complexes sont apparues, certains mentionnant le rôle des sponsors. Un fort soutien a permis ces records, mais a aussi soulevé une question. Ce même appui a-t-il empêché de ralentir ? Certains ont contesté son usage d'oxygène en altitude, disant que cela modifiait la portée de son exploit. La grimpeuse Zidorn Pazaban, qui est ensuite devenue la première femme à atteindre les 14 sommets, a déclaré que cette rivalité avait mis des vies en danger. En Corée du Sud, beaucoup se sont demandé si la quête de la gloire n'était pas allée trop loin. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Soyez audacieux et courageux.